Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Montréal. Aujourd'hui, j'ai envie de dire vivement les femmes qui pardonnent, qui se pardonnent. Il sera question de la guérison du cœur avec notre invitée Élise Dipa-Voisin. Peu connu, le cercle de pardon est un rituel thérapeutique, un rituel de guérison du cœur. Il permet de se délester de la rancune et de la haine qui prennent énormément de place au détriment de sentiments plus sains. Élise Dipa-Voisin nous expliquera ce qu'est le cercle de pardon et mettra en lumière l'importance d'une bonne santé relationnelle dans notre vie. Bonjour Élise Dipa-Voisin. Bienvenue à Vivement les femmes. Merci, bonjour Marthe, merci. Vous portez plusieurs chapeaux, Élise. Vous êtes coordonnatrice de projets de développement en santé publique et communautaire, animatrice de cercle de pardon et du jeu des accords Toltec. Vous êtes également enseignante et praticienne Reiki et finalement praticienne en session énergique. Alors, Élise Dipa-Voisin, vous avez un parcours personnel atypique. C'est possiblement ce qui nous permet de comprendre votre implication et votre dévouement pour la guérison du cœur et la santé relationnelle. Parlez-nous un peu de votre naissance en Inde. Oui, alors effectivement, je suis d'origine indienne. Et pourquoi je dis origine, c'est parce que donc, je suis née en Inde. Mm-hmm. Et abandonnée à la naissance par papa, maman indien. et j'ai été en fait prise en charge par un orphelinat dans le Kerala, par des sœurs indiennes catholiques qui font plusieurs projets, qui travaillent sur plusieurs projets, dont l'orphelinat. Oui. Et je suis arrivée là, je pense que j'étais vraiment bébé, et j'ai été adoptée ensuite par des parents français de France à l'âge de 6 mois et demi. Mm-hmm. Donc j'ai vécu mes premiers 6 mois en Inde. Ah oui, d'accord. Et je présume qu'il n'y a aucun souvenir qui vous revient de ce moment-là, ou des odeurs, ou je ne sais pas. Alors, des souvenirs de gens en tant que tels, non. Mm-hmm. Des odeurs, oui. Mm-hmm. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, quand je vais sur des marchés dans d'autres pays ou des marchés un petit peu orientaux, les odeurs vont me ramener quelque part. Ah oui, pour les odeurs d'encens, ça c'est une mémoire olfactive qui me ramène des fois vraiment en Inde. Mm-hmm. Mais sinon, j'ai vraiment pas, non, j'ai pas de souvenir en fait, aucun souvenir ni de papa, maman biologique, ni du temps où je suis restée là-bas. J'ai aucun souvenir. Par contre, je suis retournée bien plus tard à l'orphelinat. Après. Et vos parents français? Est-ce qu'ils vous parlent ou est-ce qu'ils ont des informations sur le 6 mois que vous avez passé là-bas? Est-ce que vous avez fait des recherches pour savoir quel genre d'orphelinat c'était? Est-ce que si vous avez été bien traité ou quelque chose comme ça? Alors en fait, mes parents adoptifs, donc là pour le coup, étaient en lien déjà avec l'orphelinat avant même qu'on arrive. Parce que ma mère adoptive, en fait, je pense, elle voulait... Ils savaient tous les deux, mon père et ma mère adoptive, qu'ils allaient adopter. Et donc, ils sont allés, avant qu'on arrive en France, aller chercher d'autres enfants pour d'autres parents. Ah, d'accord. Donc, ils connaissaient un petit peu l'endroit. Et puis ensuite... c'était quoi la deuxième partie de votre question, excusez-moi? C'était, est-ce qu'eux ont des... est-ce qu'ils ont des informations? Oui, des informations. Ouais. Eux n'ont pas d'informations. En fait, ce qui se passe à l'époque, c'était en 1975, parce que moi, je suis de 1975. Mm-hmm. Les mamans qui laissaient des enfants à l'orphelinat ne donnaient aucune information à l'endroit où elles laissaient l'enfant, parce qu'elles ne voulaient pas qu'on les retrouve. C'était une protection pour elles. D'accord. Donc ça, c'était en 1975. Mm-hmm. Et après, par la suite, il y a eu beaucoup d'enfants adoptés, si j'ai bien compris, qui vraiment se sont plaints du fait qu'ils voulaient, eux, être en lien avec leurs parents biologiques. Mm-hmm. Et donc maintenant, c'est quasiment obligatoire pour tout ce qui est, on va dire, pour toutes les organisations d'adoption qui sont légales. Qui sont légales parce que la nôtre était légale, ça s'appelait le Rayon de Soleil. C'était un partenariat entre la France et ses sœurs catholiques. Mais donc maintenant, c'est obligatoire. Donc maintenant, les enfants peuvent faire un suivi et regarder dans des cahiers et aller à la rencontre de leurs parents biologiques s'ils le souhaitent. Pour moi, à l'époque, c'était impossible. Quand j'y suis retournée, plusieurs années plus tard, j'ai demandé et on m'a dit, dans le registre, c'est des faux noms, fait que ça te mènera nulle part. Ah oui, d'accord. Voilà.
Et à quoi ressemble votre enfance et votre vie en France? Vous êtes resté là avec votre famille jusqu'à quel âge? J'ai grandi essentiellement à la campagne de 0 à 15 ans, dans un petit village de 1000 habitants. On était même à l'extérieur du village de 1000 habitants. Vraiment dans quelle région? Marcilly-en-Combrailles, c'est à côté de Montluçon, dans l'Allier, dans le département de l'Allier. Et en fait, c'était une petite vie tranquille, oui. De 0 à 15 à la campagne, avec peu d'interactions, on va dire. Et puis ensuite, ma vie, en France, on est parti ensuite à Rennes, parce que mon père changeait de profession. Oui. Et donc, la famille a suivi, évidemment. Donc, de la campagne, on est passé à la ville. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis partie à Bordeaux pour faire justement ma formation de coordinatrice de programme de développement. D'accord. Et mes parents, eux, après, à la retraite, sont allés s'installer à Lyon. Fait que, voilà, moi, j'étais toujours un petit peu connectée entre Bordeaux, Lyon. Et après, je suis partie faire de la coopération internationale. Fait que j'étais plus vraiment en France. Et on en parlera plus tard. On en parlera plus tard avec joie. Absolument. Oui. Et à quoi ressemblait la vie familiale? Vous aviez des frères, des sœurs? Alors oui, c'est une bonne question. En fait, mes parents adoptifs avaient décidé d'adopter 2 autres personnes, donc 2 autres enfants, en gardant la même origine de l'Inde, pour plusieurs raisons. Je pense qu'ils voulaient vraiment qu'on ait une cohésion de sororité, en fait, tout simplement. Et puis, je vais donner une deuxième raison, parce que je pense que c'est important de le noter. Il y avait encore beaucoup de racisme à l'époque, en 1975. Beaucoup plus d'abord avec la génération de mes parents et aussi la génération de mes grands-parents biologiques. Pas biologiques, adoptifs. Et je pense que pour mes parents adoptifs, c'était très important de pas brusquer ce côté-là chez leurs parents. Et donc, ils avaient choisi des personnes indiennes parce qu'elles avaient un faciès indo-européen. Ah oui, vraiment. Et c'était une des raisons. Donc, on était marron, chocolat noir, peu importe la couleur de peau, mais on avait un faciès européen. Ah ouais. Donc, ça passerait beaucoup mieux. En tout cas, ça, je l'ai entendu plusieurs fois et ça ne m'étonne pas. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Oui. Donc, voilà. Mes parents ont vraiment gardé donc, la même association. Et on gardait la sororité de personnes indiennes. Donc, j'ai 2 sœurs, pour répondre à la question. Oui. Une grande sœur et une petite sœur. Je les appelle comme ça parce que je suis au milieu, donc il faut que je les différencie. Donc, une sœur aînée et une petite sœur. Oui. Une qui sont toutes les 2 indiennes. Elles viennent l'une de la même région, l'autre d'une région différente de l'Inde. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené au Québec rapidement? Ce qui m'a amené au Québec, en fait, c'est un chum québécois rencontré en Égypte. En Égypte? Oui. Élise Dipa-Voisin, on s'est laissé sur l'amour qui vous a amené au Québec, mais moi, je voudrais en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes mariés, je crois. Oui, c'est ça. On s'est mariés ici au Québec. J'ai été parrainée dans cette démarche. Et en fait, notre histoire n'a pas marché sur le long terme et on a décidé de divorcer. Et on s'est séparés, on a divorcé et on a continué nos routes chacun de notre côté après. Et vous nous parlez, dans ce parcours personnel, que vous avez traversé quand même de grandes blessures. Hein? Oui. Et vous appelez ça 3 grandes initiations. Tout à fait.
Alors, j'aimerais que vous nous parliez des initiations. Je pense qu'il y a l'abandon à la naissance, il y a le divorce dans un pays d'immigration. Puis, il y a aussi, il s'est passé aussi quelque chose au sein de votre famille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement et nous dire pourquoi vous appelez ça des initiations? Oui. Alors, effectivement, je vais reprendre ces 3 grandes initiations de ma vie. Donc, la première, on en a parlé un tout petit peu, mais elle est liée à l'abandon à la naissance. N'importe quel enfant va être traumatisé par l'abandon de sa maman biologique. Je veux dire, c'est juste normal, c'est une normalité. Sans compter que la plupart des gens vivent la blessure de rejet quand ils sont rejetés du ventre de leur mère. Maintenant, c'est reconnu aujourd'hui. Oui. Donc, ces 2 grandes blessures étaient vraiment là pour moi dès le départ, sauf que j'ai mis beaucoup de temps à aller voir ça. Donc, cette première grande initiation, puis après je vais revenir sur la définition. La deuxième grande initiation de ma vie, ça a été effectivement de divorcer parce que d'abord je pensais que j'étais mariée pour la vie. Oui, comme plusieurs parmi nous. Et après je me suis dit, bon ben non, ça c'est coché, c'est fait. Oui. Et c'était surtout parce qu'on avait... on avait offert beaucoup de nous-mêmes, aussi bien lui que moi d'ailleurs, je veux dire, de temps, d'argent, de sacrifices, pour finalement aboutir sur un divorce. Et j'étais, en fait, on était déçus, peu importe les raisons pour lesquelles on a décidé de se séparer. Et ça a été une très grande épreuve, effectivement, dans un pays d'immigration où je n'avais pas encore ma citoyenneté. Oui. Donc oui, ça a été ma deuxième grande initiation. Et ma troisième grande initiation a été en lien avec ma famille d'adoption, donc, qui est en France, qui s'est passée il y a à peu près 4 ans de ça, un petit peu plus. J'ai vécu avec eux à distance, on était en plein Covid. C'était comme... j'ai vécu toutes les blessures de Lise Bourbeau en même temps. Et la plus importante a été la blessure de trahison. Et honnêtement... j'ai mis plusieurs mois à m'en remettre. Oui. Et ça a été, je pense, la plus grande initiation de ma vie ever. Pourquoi ? Parce que j'en étais consciente, que j'étais bien plus que... Je veux dire, c'était il y a 4 ans. Et que j'avais déjà un grand background au niveau conscience et spiritualité. Oui. Et que je savais ce que je devais faire pour m'en sortir. Et en même temps, je vivais tellement de rancœur, tellement de ressentiment, et je suis même allée à ressentir de la haine, et je crois que j'avais jamais vécu ça. Et ça m'a amené aussi, dans cette expérience, à un dégoût de moi, comment on appelle ça, une déception, une honte aussi, de me dire, my God, t'es monté tellement haut en expression de toi-même par rapport à ta divinité, ta conscience, et aujourd'hui, tu retombes dans la haine. Comment c'est possible ? Donc, beaucoup de jugement envers moi aussi. Donc, pourquoi j'appelle ça des initiations ? Pour répondre à votre question, Marthe. En fait, pour moi, l'initiation, c'est la voie de l'alchimiste en moi, et qui permet de passer d'un état à un autre. L'état initiatique du départ, elle est liée à une douleur, à une peine, à une souffrance, à quelque chose qui fait que je suis contractée, en fait. Et donc, c'est... quel est mon chemin, quelle est mon initiation, quel est mon chemin entre ce premier état et le dernier état où je suis en paix avec l'expérience. Oui. Donc c'est vraiment ça pour moi l'initiation, et quand elle est réussie, je me retrouve dans cet état de paix à nouveau initial, qui est ma nature profonde, que je reconnais, et je suis plus dans la rancœur, ni dans la rancune ou l'amertume. Est-ce que c'est ça qui nous amène au pardon ? Donc, entre tout ça, c'est le pardon ? Et alors, il n'y a pas eu que la dernière initiation familiale qui m'a amenée au pardon, parce qu'en fait, celle qui m'a amenée au pardon, c'est celle qui est en lien avec mon divorce. Mais heureusement que j'avais cet outil du pardon pour traverser mon initiation familiale, parce que sinon, ça aurait été beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Et est-ce que j'élabore un petit peu par rapport à... je voudrais vous amener avant sur le fondateur, en fait, qui a, en 2012, Olivier Clerc, qui a développé et fait la promotion de l'association Pardon International. Avec grand plaisir. Alors, en quelques minutes. En quelques minutes. Olivier Clerc est la personne qui a été comme initiée par Don Miguel Ruiz en 1999 pour... ces 5 étapes qui sont liées au pardon et qui vont faire le cercle de pardon.
il a mis à peu près une dizaine d'années pour intégrer tout ce concept et se l'approprier pour lui. Et ensuite, il a créé les cercles. Et de là, en fait, ça a été... il a commencé donc à expliquer comment animer des cercles, et il y a eu de plus en plus d'animateurs et de plus en plus de cercles qui se font maintenant dans le monde entier. Alors, je pourrais aller plus loin dans les explications. Mais les 5 étapes, quelles sont-elles pour nous, pardon? Alors, c'est ça, en fait, c'est 5 étapes où on va se demander pardon, et on demande d'abord pardon à l'autre, en fait. C'est la première étape. La deuxième étape, on va demander pardon au plus grand que soi. Ça peut être Dieu, ça peut être la vie, ça peut être l'amour, peu importe. Ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, peu importe comment on les appelle. Donc, on demande pardon à plus grand que soi. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance parfois à diaboliser cette entité, en fait, en le rendant coupable de nos malheurs sur Terre. Oui, c'est vrai. Et je me rends compte, en fait, que c'est pas la deuxième étape, c'est la troisième, demander pardon au plus grand que soi. La deuxième étape, c'est demander pardon à tout ce qu'on diabolise. Donc, tous nos jugements, à tout ce qu'on utilise comme prétexte à l'extérieur. Nos pensées, ça peut être ça. Ça peut être utilisé comme prétexte l'extérieur en disant il y a la famine, il y a la guerre, la violence, pour fermer notre cœur. Oui. Diaboliser tout ce qu'on diabolise. Donc, ce qu'on diabolise, deuxième étape. Troisième étape, c'est le plus grand que soi. La quatrième étape, on demande pardon à la terre, parce qu'on a cette fâcheuse tendance, nous les humains, à l'exploiter sans jamais la remercier, ou même mal l'exploiter. Et la dernière étape, qui est la plus importante, c'est demander pardon à soi. À soi. Et la plus dure, souvent. Oui, la plus difficile. Hein? Oui. Et c'était ma question, on se pardonne à soi ou aux autres? On commence par pardonner aux autres, puis après on se pardonne à soi. Quand on dit demander pardon, on attend une réponse, ou on fait juste dire je te pardonne ou je me pardonne? C'est pas facile comme ça. Hein? Non. Alors en fait, il y a plusieurs questions. Dans un cercle de pardon, ça va dans les deux sens. On offre la demande de pardon et aussi on la reçoit. Ça va dans les deux sens. Et ta deuxième question, c'était... Est-ce qu'on dit je te demande pardon ou je me demande pardon, ou on dit simplement je te pardonne, je me pardonne? Alors justement, c'est ça la beauté du pardon enseigné par Olivier Clerc et Don Miguel Ruiz, c'est qu'en fait, c'est inversé à 180 degrés par rapport à ce qui est inculqué ou éduqué à l'Église ou dans les religions d'un point de vue dogmatique. Et c'est pas « je te pardonne » qui est une position qui est très... je mets l'autre sur un piédestal et voilà. Dans cette position-là, c'est inversé à 180 degrés, c'est « je te demande pardon ». Ah oui, d'accord. Et on n'explique pas pourquoi. Enfin, on peut si on veut, mais l'idée, c'est justement dans cette méthode, c'est simplement d'offrir ces 4 mots. « Je te demande pardon ». Élise Despas-Voisin, peut-on pardonner à une personne non présente, voire défunte? C'est une excellente question. Merci, Marthe. En fait, oui, définitivement. D'ailleurs, cette méthode, une fois qu'on est sorti d'un cercle en présentiel, physiquement, avec plusieurs participants, on redonne cette méthode des 5 étapes à chaque participant. Et je les invite, c'est vraiment une invitation à répéter cet outil soi-même. C'est-à-dire que chez soi, on s'assoit, on prend 5 minutes par jour et on demande pardon.
Et aussi donc à distance, à une personne qui n'est pas présente. Et des fois, je vais aller plus lentement, ça peut être beaucoup plus facile de faire de demander pardon à quelqu'un qui n'est pas présent, envers qui on a encore de la rancœur ou de la rancune ou de l'amertume. De le faire à distance, c'est beaucoup plus doux déjà. Donc simplement appeler l'énergie de la personne, on ferme les yeux et on te dit « je te demande pardon à toi » et puis c'est tout. On n'a pas besoin de réfléchir plus loin, simplement ça. Donc oui, définitivement, et même je le recommande. Et moi, j'étais allée plus loin dans ma pratique à moi, pour mes propres expériences, où j'ai fait des audios même. Des audios groupés. Là, je parle de ma famille. Donc, papa, maman, frère, sœur, beau-frère. Où j'ai demandé pardon à tout le monde. Oui. En m'adressant à chacune de ces personnes sur une même audio. Et je leur ai envoyé. Ah oui, d'accord. En leur disant comme ça, si vous doutez, vous allez pouvoir le réécouter. Moi, j'avais fait ma job. Donc oui, définitivement, à distance, audio. Et la dernière question, c'était, est-ce qu'on peut le faire avec un défunt, avec des personnes décédées? Et j'invite tellement à le faire aussi pour des personnes décédées. Pourquoi? Parce que notre corps charnel meurt, mais notre âme en tant que telle, notre énergie est éternelle. Donc, c'est pas ça, peu importe, la matière, la chair n'est pas un frein, en fait. Donc oui, faire la même chose, appeler la personne par son prénom, si c'est papa, si c'est maman, appeler la personne et lui dire vraiment... je te demande pardon, et d'être le plus sincère possible. En fait, la sincérité, la pureté de l'intention de demander pardon, c'est là que ça va offrir, je veux dire, le plus de résultats. Ouais. Il faut être sincère. C'est ça la clé, en fait. Ouais. Tout simplement. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Et le cercle de pardon est issu, en fait, on parlait du fondateur, Olivier Clerc, et c'est issu des 4 accords Toltec. Et est-ce que vous faites l'animation avec le jeu? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors juste une petite rectification. Le cercle de pardon et le jeu des 4 accords Toltec, c'est comme 2 activités différentes. Le point commun entre les deux, c'est la tradition Toltec. Ah, ça vient de la tradition Toltec, donc de Don Miguel Ruiz, qui a écrit les 4 et 5e accords Toltec, qui est connu internationalement. Oui. Mais ensuite, c'est comme 2 activités différentes, mais qui vont travailler de pair, ensemble, vraiment. Donc oui, moi, je suis, depuis pas très longtemps d'ailleurs, je suis capable d'animer des ateliers pour le jeu des accords Toltec. Et en fait, est-ce que je parle un petit peu de comment se déroule le... Oui, absolument. Donc en fait, le déroulement, c'est tout simple. Il faut qu'on soit au moins 4 participants, c'est-à-dire 4 joueurs. Puis même moi, si je joue pas, c'est pas grave, mais au moins que je puisse regarder le jeu, mais 4 joueurs. Et en fait, l'objectif du jeu des accords Toltec, c'est de pacifier une relation qui est complexe, qui est sensible pour soi, et avec laquelle on est embourbé, on est dans la rancœur, dans la rancune, on n'arrive pas à sortir de ça. Et on le fait grâce, en fait, à l'avis bienveillant des autres joueurs. Et grosso modo, en fait, la personne va arriver en disant « Voilà, c'est ma situation avec cette personne, je ne sais pas comment faire, comment m'en sortir. » Elle se tait. Et ensuite, les autres joueurs, chacun à leur tour, vont donner une réponse avec « Moi, je serai toi, et voilà ce que je pense, j'utiliserai tel accord Toltec pour cette relation. » Et ensuite, on repart chez soi avec un 21 jours où on va pratiquer l'accord Toltec. On va passer à l'action, en fait, par rapport à cette relation. Ça ne veut pas dire être en présence, mais on va passer à l'action. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, oui? Absolument, okay. Tout à fait. Ben, en tout cas, c'est clair pour moi. Et parlez-nous de l'importance du discernement, ne pas confondre avec le pardon. Parce qu'on pense que de pardonner, ça veut dire cautionner, ça veut dire se réconcilier, ça veut dire reprendre la relation. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Donc oui, il y a une grande différence entre le pardon qui est enseigné d'un point de vue dogmatique, et on n'est pas du tout là-dedans dans la tradition Toltec. Ce que j'expliquais déjà, c'est « je te demande pardon », c'est vraiment, on est dans une position d'humilité versus dans une position où on a tendance à être écrasé par l'autre. Et donc, en fait, quand on demande pardon, ça n'a rien à voir avec le fait de faire copain-copain avec la personne à qui on demande pardon. Ça ne veut pas dire qu'on va se réconcilier non plus. Ça ne veut pas dire qu'on va cautionner non plus. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas donné la définition du pardon à l'origine, et je pense que j'aurais dû partir de là. Mais en fait, pardonner, c'est un acte. C'est passer à l'action.
pardonner. Et c'est d'arrêter, c'est quoi l'action? C'est d'arrêter d'utiliser le prétexte extérieur pour fermer son cœur. Donc je me dispute avec quelqu'un, je vais arrêter d'utiliser le fait que je me dispute avec la personne à l'extérieur comme prétexte pour fermer mon cœur. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui ou elle. Et c'est dans ce sens-là, en fait. Mais le fait de demander pardon, je demande pardon d'avoir fermé mon cœur dans la relation, va me permettre, par exemple, ultimement, d'emmener quelqu'un en justice. Donc, versus plutôt que d'avoir de la rancœur et de la rancune tout en le faisant. Et quand on arrive en paix dans un tel acte de justice, ça change tout. Oui. Effectivement, quand il n'y a plus d'agressivité ou de colère, hein, ça... Et est-ce qu'il y a des blessures subies qui sont impardonnables, Élise? Oui, c'est une très bonne question. Si on reprend la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que pardonner, c'est un acte où j'arrête d'utiliser l'extérieur comme prétexte pour fermer mon cœur, et je vais la répéter parce qu'en fait, elle est hyper importante, cette définition. Intellectuellement, quand on la comprend, c'est déjà un pas de guérison. Et après, on va beaucoup plus loin avec ça. Pardonner, c'est d'arrêter d'utiliser ce qui se passe à l'extérieur de moi comme prétexte pour fermer mon cœur. Donc, quand on comprend cette expression, tout est pardonnable. Par contre, à la vitesse de chacun et chacune. Oui. C'est ça, pour moi, c'est ça la grande différence. Il y a pas de... C'est pas parce qu'on l'a dit que c'est complètement pardonné. On a besoin parfois de répéter cet acte. On a parfois besoin de répéter plusieurs fois, pas forcément à la personne directement, mais à distance. Je te demande pardon d'utiliser la situation comme prétexte pour fermer mon cœur. Et aussi, je me demande pardon. Pour refaire les 5 étapes chaque fois. Oui, refaire les 5 étapes chaque fois en sachant qu'en fait, l'étape la plus importante, c'est la dernière, c'est celle à soi-même. Vraiment, c'est celle à soi-même, parce que c'est moi qui ferme mon cœur en utilisant l'extérieur comme prétexte. Donc, toutes les blessures... Pour moi, ma réponse, c'est oui, toutes les blessures peuvent être pardonnées à partir du moment où on prend conscience que qu'est-ce qu'on vient pardonner. Le fait d'avoir fermé son cœur. On va pas... L'autre, de toute façon, on n'a aucun contrôle sur l'autre. Oui, absolument. L'extérieur, on n'a jamais eu de contrôle là-dessus, jamais. Et aussi ça, le fait de le savoir intellectuellement, c'est déjà un pas de guérison. On n'a aucun contrôle sur l'extérieur. On a juste le contrôle à l'intérieur de ce qui se passe en nous. Et donc, c'est ça qu'on vient guérir. On vient guérir cette réaction pour pouvoir être en action. Cette réaction d'amertume, de violence, de haine, de colère, de whatever, tu sais. Oui. Voilà. Merci. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie d'Élise Dipa-Voisin, animatrice de Cercle de Pardon et coordonnatrice de projets de développement en santé publique et communautaire. Vous avez fait de la coopération internationale souvent à titre de coordonnatrice de programmes de développement en santé communautaire. À quel endroit exactement? Un peu partout dans le monde. Oui. Merci. Oui, j'ai fait trois pays. Et alors, juste une petite rectification. J'ai jamais eu un poste de coordinatrice, mais vraiment plus de chargée de projet dans mes trois missions. Et donc, le premier pays que j'ai fait, c'était au Tadjikistan. Donc, le Tadjikistan, qui se trouve en fait au nord de l'Afghanistan. C'est la plaque centrale des pays en ce temps, qu'en général, on ne connaît pas. En tout cas, moi, pour ma part, quand j'ai été embauchée par Pharmaciens sans frontières, comité international à l'époque, j'étais tellement contente et à la fin, je leur ai dit, mais c'est où le Tadjikistan? Je ne savais pas où c'était, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent où c'est. Hein? Alors, c'est ça. C'est vraiment la plaque d'Estan, donc au-dessus de l'Afghanistan. Ça se situe ici. Donc, première mission. Qui a duré combien de temps? Qui a duré à peu près entre 1 et 2 ans. Je ne m'en rappelle plus parce qu'entre-temps, j'ai été malade. Il a fallu que je sois rapatriée. Bref. Mais pour faire une histoire courte, à peu près 1 an et 7 mois, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'était il y a 20 ans, alors excusez-moi, c'est loin. Non, mais il n'y a aucun problème. Personne ne connaît sa vie de A à Z avec les dates précises. Donc c'est ça, oui. Et le deuxième pays? Et le deuxième pays, après, je suis partie en Haïti, rejoindre mon chum, un autre chum à l'époque, qui avait fait la même école que moi.
Et puis le dernier pays, c'est le Cambodge. Et là, le Cambodge, j'ai eu un tout autre projet. Je travaillais plus par rapport aux médicaments. Je travaillais sur le thème du commerce équitable auprès de 30 tisserandes. Et mon projet à moi, c'était de développer la filière de production auprès de ces 30 tisserandes et de commercialisation en local et un petit peu à l'extérieur du pays. Voilà. Et c'est vrai que chaque pays m'a amené plus en profondeur à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est le Cambodge qui m'a vraiment ouvert à la conscience, à cette vie de conscience que je n'avais pas en fait du tout avant. D'abord, là-bas, au Cambodge, les gens sont assez éveillés. Ils ont un troisième œil qui est assez ouvert. Ils parlent avec les morts. Ah oui, OK. Ce genre de choses. Chaque pays a un peu ses spécificités et je les ai tous aimés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a comme eu, pour moi, dans le développement de ma conscience, quelque chose qui s'est vraiment ouvert au Cambodge. C'est là aussi que j'ai rencontré une personne qui faisait du Reiki, la synchronicité. Ah oui, d'accord. Et bon, voilà, c'est de cette façon que j'ai décidé de revenir en France, d'arrêter la coopération pour pouvoir me former au Reiki. Fait que oui, ça a été quand même décisif. Ces 3 voyages incroyables, vraiment riches, qui ont de toute façon ouvert ma conscience, parce que ça ouvre des œillères aussi sur plein d'aspects, ne serait-ce que politique, géopolitique. On peut enfin voir comment ça se passe en vrai, sur place. Mais d'un point de vue intérieur, là, ça a fait un virement à 180 degrés. Carrément. Là, j'ai décidé de changer de direction. Et vous avez été aussi préparatrice en pharmacie. C'est ça. Ça ne fait pas partie des fonctions que vous nous avez décrites? Oui. Alors, Qu'est-ce que ça fait, une préparatrice en pharmacie? Préparatrice en pharmacie, donc déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est un métier que j'ai fait par défaut, que j'ai pas du tout aimé, mais qu'il fallait que je le fasse, parce qu'à l'époque, c'était la seule voie qui s'alignait pour moi. Et mes parents m'avaient dit, bon, ben, tu vas faire ça, et OK. Mais je remercie ce métier parce que c'est lui qui m'a ouvert la porte sur la coopération. C'est grâce à ce métier-là que j'ai pu partir avec Pharmaciens sans frontières, comité international. Et si j'avais pas fait ce métier-là, j'aurais jamais pu partir avec eux. Et c'est très difficile d'ouvrir la porte sur une première mission quand on n'en a jamais fait. Ça, en tout cas, en France, c'est le contexte. Et donc, c'est quoi ce métier? C'est un métier un petit peu aussi d'alchimiste, mais qui est plus concret. Vous préparez les médicaments? Oui, pas que, mais parce que ça se fait de moins en moins aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de choses chimiques maintenant et industrialisées. Mais grosso modo, c'est ça. On fait des suppositoires, on fait des crèmes. Oui, carrément. Ouais, vraiment, on fait des choses comme ça. On fait des gélules, tout ce qui ne peut pas être prescrit justement via une ordonnance, mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et donc, les médecins prescrivent, les préparateurs prépare et ensuite on donne aux clients. Et j'ai travaillé dans des laboratoires, je faisais ça toute la journée à Rennes entre autres. Fait qu'il y a eu des moments fun là, je veux dire, mais c'est sûr c'est pas. Mais c'est loin un peu de ce que vous faites maintenant. Hein? Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ça m'a ouvert sur aussi le monde pharmaceutique. Oui. Et si je peux rajouter quelque chose... Absolument, vous pouvez tout rajouter. Au Tadjikistan, en fait, c'était ma mission pour terminer donc, ma licence master de coordinatrice de programme de développement. Et on devait faire un mémoire. Donc. Et le mémoire que j'ai fait, c'était quelle est l'incidence de la réglementation internationale des brevets pharmaceutiques sur l'accessibilité des médicaments génériques au Tadjikistan, parce que nous, on fournissait des médicaments génériques au Tadjikistan. Et donc, on voulait voir si ça allait être périn ou pas sur le long terme. Et donc, moi, ma question, c'était ça. Et en m'ouvrant à cette question, en fait, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur le monde pharmaceutique international et comment ça fonctionnait. Et je pense que c'est à partir de là où je me suis dit, bon, ça, je pense qu'à un moment donné, je n'aurais plus envie d'aller là parce que je ne veux pas cautionner quelque chose qui ne va pas avec mes valeurs. Vos valeurs, oui. Mais en tout cas, c'est une expérience qui m'a amenée vraiment loin, oui. Et vous avez été aussi, vous êtes thérapeute Reiki. Oui. Et vous l'avez été, et vous êtes à la rue des Femmes. Oui. C'est un travail que vous avez fait pendant 8 ans avec divers chapeaux. Oui. À la rue des Femmes. Alors, on parle de femmes dans l'itinérance. Alors, c'est quand même très humain, très communautaire. Oui, tout à fait. Comment on peut transiger avec des femmes itinérantes?
Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire comment on interagit pour pas tomber justement dans la pitié ou des choses comme ça. Comment c'est quoi la posture qu'on doit avoir? Alors, donc déjà avec les femmes de la rue, en état d'itinérance, on dit. Effectivement, j'ai travaillé pour le même organisme pendant 8 ans. J'ai eu plusieurs chapeaux, intervenante, thérapeute et coordinatrice de la gestion des dons matériels et du bénévolat. J'ai appris, par rapport à votre question, Marthe, vous voyez, j'ai vraiment appris à me détacher dans le sens où je ne suis pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur, ni du malheur des autres, mais ça a été tout un cheminement intérieur. Est-ce que ça a toujours fonctionné? Non, c'est pas vrai. Mais la vie m'a amenée là aussi parce que, et puis on en reparlera tout à l'heure par rapport à mon profil, d'être empathique. Mm-hmm. Quand on reste dans l'empathie, on a beaucoup de difficultés à passer à l'action. Et passer à l'action même pour l'autre, c'est-à-dire à l'écouter attentivement. Si la personne qui est en état d'itinérance vient me voir et qu'elle pleure parce qu'elle va pas bien et que je me mets à pleurer, à ce moment-là, je suis plus en situation d'écoute active. Oui, bien sûr. Je suis plus présente. Mm-hmm. Fait que ça sert à rien. Donc, c'était vraiment travailler aussi sur cette empathie profonde que je savais que je portais pour pouvoir mieux la maîtriser et d'être dans un autre type de dialogue et aussi d'accompagnement. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment appris, oui. Est-ce qu'on parle de détachement ou pas? Que je fais à côté de la plaque, c'est pas du détachement. C'est pas du détachement parce que ça m'est arrivé aussi dans d'autres, en tout cas dépendamment des situations, de brailler ma mère sur une situation d'une femme parce que je trouvais ça tellement injuste, tu sais. Oui. Mais par contre de pas rester dans cet état-là, versus avant où j'étais tout le temps là-dedans, c'est épuisant en fait. Donc non, mais on devient de l'empathie, on passe à la compassion, c'est complètement différent. Alors, Élise, vous nous avez parlé comment toutes vos expériences professionnelles vous avez conduite à la pleine conscience, à la conscience. Alors, vous dites passionné de tous les liens, en fait, de tous les liens qui vous mènent à la conscience. Pouvez-vous nous expliquer les liens que vous faites, justement, dans toutes ces expériences-là qui vous amènent à une plus grande conscience? Est-ce que c'est la même chose que la pleine conscience, une grande conscience? Waouh! Moi, je fais pas de la méditation pleine conscience, par exemple. Donc, j'aurais plus de difficultés à en parler. Mais ce que je peux dire, c'est que pour moi, selon moi, la pleine conscience, si on enlève l'outil de méditation, oui, c'est un peu l'ultime conscience où on est conscient de soi 24/24. Mm-hmm. Moi, ce que je propose à travers tous les outils que je suis capable d'enseigner aujourd'hui, d'offrir, oui, ce sont des outils qui permettent d'arriver à cet état de pleine conscience. Mais ce sont des outils de conscience qui amènent progressivement pas à pas vers cette pleine conscience. Et il y a d'autres outils, il n'y a pas que ceux-là. Moi, j'ai ceux que j'offre aujourd'hui, mais il y en a tellement d'autres aujourd'hui. Et pour revenir sur mon chemin de conscience, à moi, c'est vrai que les voyages ont été quelque chose. Les voyages en tant que, je veux dire en y travaillant, je veux dire en tant que travailleuse dans la coopération internationale, m'ont toujours ouvert plus loin ma conscience, la conscience de l'autre, la oui, conscience de la différence. Quand je suis arrivée au Tadjikistan la première fois, ils me faisaient peur, les gens. Ils me faisaient peur parce que ils avaient l'air...
J'avais des préjugés. Eux sortaient de la guerre civile. Il y avait le couvre-feu. Ils avaient des dents en or. Ah oui. On était dans les montagnes. Dushanbe, c'est la capitale. On est déjà à 1000 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. C'est le début de la chaîne de l'Himalaya. Donc, je veux dire, on passe d'une vallée à une autre avec des villages un peu partout. Ils me faisaient peur, ces gens-là. Oui. Donc déjà, juste ça m'a permis aussi de les connaître. Et en fait, je les aime tellement. Ces gens, ils sont incroyables. Ils ont une culture hallucinante de Russie aussi, mais l'influence russe, mais tellement d'autres choses. C'est des gens qui savent parler 5 langues, 6 langues. Et après, les autres pays étaient incroyables. Ils ont ouvert ma conscience progressivement. Donc, qui m'ont permis en fait d'avoir moins de jugement sur l'extérieur. Oui. Mais aussi, ça m'a ouvert une plus grande conscience sur qui je suis, qu'est-ce que je veux offrir, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, c'est quoi mon but, quoi. Tu sais, parce que j'ai toujours su que j'avais envie de servir, j'avais envie d'aider autrui, mais dans quel but, dans quelle direction, est-ce que je le fais bien, est-ce que, tu vois, toutes ces questions-là, en fait. Et ça a permis d'affiner le voyage et les expériences professionnelles, plus la rencontre d'un maître incroyable qui s'appelle Saïba, a vraiment permis d'affiner c'est qui je suis, qu'est-ce que je veux être et comment je veux l'offrir, tu sais. Et est-ce que c'est établi maintenant ou ça continue toujours à cheminer? Oh ouais, puis ça changera. Je veux dire, ça changera tout le temps dans le sens où il n'y a rien de fixe. C'est connu, en fait. Tout est impermanence. On pense arriver à un point final, mais il n'y en a pas, en fait. Même pour les plus grands... Les plus grands maîtres réalisés de ce monde, incarné et désincarné, ils le disent eux-mêmes. C'est un chemin qui fait que continuer, que progresser. Est-ce que ce chemin-là de la conscience, qui inclut aussi le cercle de pardon, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut avoir ou développer cette conscience-là? Du pardon, du cercle de pardon? Du pardon, mais de tout, de notre être, de qui nous sommes. Définitivement. Définitivement. Et la question ne devrait même pas se poser. Pourquoi certains seraient privilégiés et pas d'autres? On porte tous ça en nous-mêmes. Cette conscience qui est peut-être plus ou moins développée. Et encore même, le dire comme ça, j'ai l'impression de juger ça alors que c'est pas du tout ce que je veux. Mais on est des êtres de conscience. En fait, si je parle simplement de ces deux mots, être... humain, on est les deux. Dans cette dimension, on est l'humain incarné, c'est notre habit, mais notre humain, en fait, porte notre âme, c'est grâce à lui que l'âme peut aussi interagir, et de toute façon, c'est vrai que c'est ma vision, mais on est tous issus de la même source. Pourquoi on serait différents, en fait? Donc absolument, on a tous ce potentiel de développer notre propre conscience. Maintenant, on n'est pas tous venus avec les mêmes objectifs et les mêmes buts, et tout est correct. Et c'est pour ça aussi des fois que c'est comme ça qu'on va retrouver une famille d'âme ou pas, en fait, aussi, tu sais. Mais oui, on est issus de la même source, de la même énergie. Donc, on porte tous ça en soi. Et je présume que nos expériences de vie nous amènent ou pas à développer ça. Si on regarde votre vie qui est quand même... palpitante et, je veux dire, remplie de, comme vous disiez un peu plus tôt, d'apprentissage, d'initiation. On dirait qu'il y a des êtres comme vous qui sont amenés à développer ça, peut-être de manière plus rapide, ou tandis que d'autres, leur vie va toujours bien. Il n'y a pas comme de questions trop à se poser. Est-ce qu'on peut croire que ce qu'on est venu vivre dans cette vie-ci va faire en sorte qu'on va développer ou pas cette conscience-là, ou qu'on va avoir le désir de le développer? Oui, c'est une longue question, Marthe, mais je vais y répondre. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Ça répond déjà aussi un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on a probablement pas tous, quand on s'incarne, on n'a probablement pas tous le même objectif. Oui. Ça, c'est une vérité. La deuxième chose, c'est qu'il y a le voile de l'oubli quand on s'incarne. On ne sait plus d'où on vient et pourquoi on est venu. Et donc ça, c'est tout le chemin aussi.
La troisième chose, je vais rajouter des points comme ça. On parle aussi aujourd'hui de maturité d'âme. On dit qu'il y a des vieilles âmes et des jeunes âmes. On l'entend souvent. On l'entend souvent, ce qui n'est pas forcément un compliment d'être une vieille âme, parce que ça veut dire que ça fait longtemps qu'on vient et qu'on revient et qu'on n'y arrive pas. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais quand j'ai entendu ça de la part d'une mentor, je pense que c'était Saïma, je suis plus certaine, ça m'a fait tellement rire, parce qu'on a tendance à penser que quand on est une vieille âme, on se met sur un piédestal. Alors qu'en fait, pas du tout, mais pas du tout. En fait, ça fait des années que tu tournes en rond, Élise, quoi, tu sais. Oui. Il y a ça. Mais quand même, on est plus ouvert, on est plus conscient, on est plus... en tout cas, je pense que le chemin s'ouvre, il y a plus de synchronicité, tu sais, ça c'est sûr. Et puis après, moi, ce que je peux dire à titre personnel, bien sûr, il y a l'Inde. Je veux dire, moi, je suis issue biologiquement d'un pays qui s'appelle l'Inde, où c'est le berceau de la spiritualité, avec l'Égypte et puis d'autres civilisations. Fait que ça c'est dans mon sang, j'y peux rien, tu sais. Mais apparemment, on choisit même où est-ce qu'on va s'incarner, on choisit même ses parents. Et aussi, on choisit le fait d'être adopté. En fait, on choisit quasiment tout par rapport à ce qu'on doit travailler. Et puis après... ce que je pourrais aussi rajouter, moi, en dernière chose personnelle, c'est que le profil de haut potentiel émotionnel que j'ai m'a amené là aussi. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment des critères qui appartiennent à ce profil-là, on pourra le développer après. Oui, on va le développer dans le dernier segment. Fait que je pourrais dire qu'il y a tout ça qui couvre, mais... oui, on arrive avec chacun notre bagage et chacun des objectifs parfois très différents, mais moi je crois qu'on n'est qu'une seule famille et que peu importe notre niveau de conscience, tout est exact, et lorsqu'on se rencontre avec une conscience peu ou pas ou beaucoup évoluée, on s'entraide. Parce que celui qui est peu évolué va nous demander encore plus de compassion. Et en ça, c'est notre maître. Élise Dippa-Voisin, vous avez co-animé un cercle de pardon avec d'autres animateurs du Québec à la demande de Julie Bélanger dans l'émission Vraie Imparfaite sur le pardon. Parlez-nous de cette expérience. Wow, Marthe, c'était une expérience incroyable. En fait, c'est Marquis Bureau qui est la personne qui représente les animateurs au Québec, qui est lui-même animateur et bien plus que ça, qui a été contacté par Julie Bélanger. Et elle voulait faire une série dans la série Imparfaite, une série sur le pardon. Oui. Et donc, elle a appelé Marquis, donc elle voulait faire un cercle qui serait filmé. Et Marquis ensuite nous a contactés en disant: est-ce que vous avez envie de participer à ce cercle? Bien sûr. Alors, c'est ça. Je vais y penser. On a dit oui, mais on est tous sortis de notre zone de confort, parce qu'en plus, il y avait tout le côté technique et aussi on était filmés. Donc, c'était vraiment une très, très belle autre initiation qui était incroyablement forte pour nous tous. Et en plus, Julie, donc, elle a vécu... elle a vécu vraiment une paix. Elle a vécu des choses pendant le cercle, ça a été filmé. Donc, c'était toute son histoire, en fait, en lien avec le pardon. Extraordinaire, oui. Et vous avez, on parlait au segment plus tôt, vous avez un profil de haut potentiel émotionnel qui a été diagnostiqué en 2020. Qu'est-ce que c'est exactement et comment on obtient ce diagnostic? Donc, haut potentiel émotionnel, en fait, ça va avec... d'un côté, il y a le haut potentiel émotionnel et on a le haut potentiel intellectuel. On vient chercher, en fait, est-ce qu'il y a une douance, c'est-à-dire une surefficience émotionnelle et ou intellectuelle par un test. Moi, j'ai fait un test de 2 heures. Donc vraiment, c'est un test cognitif. Vraiment, c'est très, très complet. Et ce test a été mis en place par l'Université des hauts potentiels. C'est Siegfried Sey qui
qui fait ça depuis des années, lui-même haut potentiel. Alors, je ne sais plus s'il est haut potentiel émotionnel ou intellectuel, mais je dirais peu importe. Et on peut se procurer ça? Ça, il suffit d'aller sur Internet, puis de demander. Et si on pense qu'on a un tel profil et qu'on veut le vérifier, parce que moi, c'était le cas à l'époque, pour différentes raisons, je voulais le vérifier. Alors, à ce moment-là, on contacte l'école et le test peut se faire en ligne. Après, il y a un temps il faut que les personnes de l'autre côté puissent traiter les informations, les données, parce qu'il y a quand même ces 2 heures de test. Et ensuite, on vous donne un résultat. Je voulais l'amener aujourd'hui d'ailleurs, mais un résultat d'à peu près d'une dizaine de pages. Oui, quand même. Où on te met en fait ton profil, tes atouts, ce que tu dois travailler. Moi, mon profil type, parce que même dans le HPE, donc haut potentiel émotionnel, il y a différents types. Mon profil type à moi, et je me reconnais beaucoup. Ça ne veut pas dire que je veux m'identifier dessus toute la vie, et je vais y revenir tout à l'heure, mais je suis plutôt une introvertie, et j'ai de la difficulté à me montrer, en fait. Donc, vous mettre en lumière. Oui, c'est ça. Donc, mais ça commence bien avec cette émission. Ça commence super bien, Marthe, vraiment. Mais donc, c'est ça. Et encore là, il y a différents profils. Donc, on l'obtient en faisant ça. Oui, c'est un test sur la douance pour savoir si vous êtes HPE ou HPI, ou parfois les deux. On va vérifier aussi si vous êtes TDAH, si vous êtes Asperger, parce que des fois, ces profils peuvent être très proches. Donc, moi, je suis ni l'un ni l'autre. Et aussi, si vous faites de l'hyperanxiété. D'accord. Ouais. Donc, tout ça est lié. Et après, on vous donne quelques conseils. Qu'est-ce que votre profil est lié à quel métier, ou en tout cas voilà, et on peut aller encore beaucoup plus loin pour se faire aider quand on a ce profil-là, parce que mon Dieu qu'il n'est pas facile à gérer aussi au quotidien. Ouais. Est-ce que ça peut être un peu comparable aux hypersensibles? Eh bien, exactement, en fait. Okay. L'autre mot qui est utilisé, je crois, effectivement, dans le terme anglais, c'est hypersensible. On dit zèbre aussi. Il y a plusieurs mots pour ça. Ouais. Et est-ce que ce diagnostic-là vous a rassuré, vous a calmé sur qui vous êtes ou de la façon dont vous fonctionnez? Mais en fait, c'est ça, je pense. J'avais besoin de voir pourquoi j'étais parfois souvent en réaction avec l'extérieur, justement, au-delà du fait que je devais faire ce travail de pardon. Mais ça m'a permis de voir en fait, que j'avais vraiment des valeurs profondes en lien avec l'éthique, la moralité, avoir du sens dans ce que je fais. Et en fait, si je ne réponds pas à ces besoins, qui sont en fait quasiment mes qualités d'être, en fait, je meurs. Alors, je ne dis pas je meurs physiquement, mais je meurs dans l'âme. Et en fait, je vis une vie à côté de la mienne. Et je suis malheureuse. Entre autres, ça. Mais ce que je voulais préciser aussi, donc oui, c'est important, et ce que je voulais préciser aussi, c'est important, c'est que je ne veux pas m'identifier en tant que haut potentiel émotionnel. Je veux reconnaître que j'ai ce profil, mais je ne suis pas ça. Et je vais faire une émission là-dessus plus tard, à moi-même, où en fait, j'aimerais expliquer que c'est bien de connaître, de savoir si on a un profil tel quel, mais ne pas s'identifier à ça, parce que tout ce qu'on met devant le « je suis », on le devient, et je ne veux pas m'enfermer là-dedans non plus. Et entre autres, le haut potentiel est très empathique. C'est ça, un des gros problèmes. Et ça doit être traité. L'empathie, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est quasiment un handicap si c'est pas traité. Pour pouvoir transformer, et c'est vraiment ça une initiation, la voie de la chimiste, pour transformer l'empathie en compassion. L'empathie, on est apathique, on ne fait rien. On est juste à l'écoute des malheurs des autres, et on est une éponge. Alors que la compassion, on est dans sa pleine maîtrise, et on est capable d'être avec l'autre, d'être dans l'action, c'est-à-dire vraiment dans l'écoute active, mais sans prendre ce qu'a la personne. Et ça fait toute la différence. Et en terminant, Lise Dipa-Voisin, vous avez créé un outil en format PDF qui est un mindset pour faire la paix avec ses relations familiales, entre autres. Entre autres. Et nous pourrons le retrouver sur votre site Internet qui s'appelle « Aimer ton droit de naissance ». Est-ce que vous voulez nous parler en une minute de ce qu'est ce guide? Cet outil. C'est un outil gratuit que je vais offrir, dans pas longtemps.
qui s'appelle un mindset vital pour nos relations familiales et toutes les autres. Parce que souvent, le mindset dans les relations, il est dépendant au départ de l'environnement familial. Mais une fois que cet environnement familial est nettoyé, enfin je veux dire nettoyé, c'est peut-être pas le bon mot, mais qu'il est guéri, alors à ce moment-là, on va être capable de créer un autre mindset pour soi-même qui va avoir une répercussion sur toutes nos relations, pas simplement celle de la famille. Et oui, donc sur mon site, c'est aimer avec un A majuscule, virgule, ton droit de naissance, point d'exclamation. Merci infiniment, Élise. Merci, Marthe. Merci à toi. D'avoir accepté notre invitation. Maintenant, on sait davantage ce qu'est un cercle de pardon et la guérison du cœur. Ainsi prend fin notre émission. Merci à toute l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.